Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. L'idée est en gestation depuis une dizaine d'années et elle a fini par se concrétiser il y a 4 ou 5 mois. La Maison de la diaspora marocaine, une structure qui s'assigne comme objectif de réinventer l'approche de la question des Marocains résidant à l'étranger à travers une nouvelle doctrine, une nouvelle vision de rupture, mais en capitalisant sur ce qui a été fait jusque-là, mais qui n'a pas donné les résultats souhaités. La Maison du Maroc voudrait contribuer à créer le lien de confiance avec les Marocains de l'étranger et leurs talents établis dans les 4 coins du monde. D'abord en allant vers eux, en leur faisant découvrir leur pays d'origine et sa nouvelle dynamique et en créant aussi une nouvelle dynamique, de nouveaux réflexes et pourquoi pas mettre en place de nouvelles lois s'il le faut pour attirer les talents. Et cette nouvelle génération de Marocains de l'étranger, ils sont plus de 5,5 millions. Le Maroc a besoin d'eux parce qu'ils représentent un grand potentiel de talent et ils ont besoin du Maroc parce qu'il offre d'immenses opportunités. Les différents discours de Sa Majesté Mohamed VI le rappellent à chaque fois et celui du 20 août dernier en particulier a été, selon l'expression de notre invité, une invitation à la disruption, à la rupture avec l'approche adoptée jusque-là. Un discours qui a conforté et boosté les porteurs de ce projet dont nous recevons aujourd'hui le président, M. Jamal Belharache, qui a plusieurs casquettes, mais qui nous fait du plaisir d'être avec nous ce soir en tant que président de la Maison de la diaspora marocaine. M. Belharache, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, la première question qui s'impose à moi en tout cas, pourquoi avoir choisi d'appeler cette maison la Maison de la diaspora marocaine et non pas la Maison des Marocains résidant à l'étranger? Parce que tout simplement, et la définition de la diaspora, on parle de membres d'une communauté qui sont dispersés à travers le monde. C'est la définition universelle qui est connue. Au même titre que la diaspora chinoise, libanaise, arménienne, celle qui est de confession juive. Et aujourd'hui, tellement le monde a changé, la sociologie de notre communauté qui vit à l'étranger a changé. Et je pense qu'il est temps de passer à un niveau plus stratégique que de continuer à assigner les gens à résidence. Aujourd'hui, les Marocains, les 5,5 millions dont vous parliez à l'instant, ils sont, pour la plupart d'entre eux, ils sont français, italiens, allemands, australiens, anglais, américains. Oui, oui. Et donc, pour autant, ils gardent le lien indéfectible avec leur pays d'origine. Et c'est ça le plus important sur lequel il faut qu'on capitalise. On va revenir sur ce lien, parce que c'est un lien qui existe, mais qui peut être rompu. C'est un lien qu'il faut entretenir. Donc, il faut, selon vous, commencer par en finir avec ce mythe du retour. Le mythe des retours... Il faut intégrer ça. Absolument. Le mythe des retours est terminé depuis très longtemps. Je dirais presque depuis la 2e génération qui est la mienne. Moi, mes parents ont émigré en France dans les années 68. J'avais 8 ans. Donc j'avais 8 ans en 70 quand mon père nous a rapatriés. Et donc tout le monde était resté, et même la France avec sa politique, il y avait l'idée que les immigrés venaient travailler, ils allaient repartir. Oui. Avec ma génération, c'était encore un peu présent. Mais après, c'était fini. Donc les générations, la 4e, 5e, voire la 6e demain, n'est plus dans cette logique-là parce qu'elle est, on va dire, sédentarisée. Et à partir de là, elle a acquis de nouveaux réflexes, d'une nouvelle vision du monde. Maintenant, elle n'oublie pas son pays. Parce qu'encore une fois, ce qui est magique dans notre communauté, dans notre histoire marocaine, c'est que le Marocain, où qu'il soit, il n'oublie jamais d'où il vient. Oui. Et ça, c'est fondamental. Alors, ce projet a une histoire, en fait. Il n'est pas né d'il y a 2 mois ou 3 mois, ou après le discours de Sa Majesté, qui est un discours très important parce qu'il marque une véritable rupture. Il y avait déjà une association avec des objectifs similaires, que vous avez appelé Réseau international de talents marocains, avec le joli acronyme RITM. C'était peut-être l'ancêtre de cette structure. Et puis l'idée de la Maison de la diaspora marocaine a germé, a fait son chemin. Que peut apporter cette initiative de plus par rapport aux nombreuses structures, initiatives qui existent déjà ou qui ont déjà existé? Il y en a eu des initiatives, il y en a des structures. Excellente question. D'abord, le but de notre Maison de la diaspora n'est pas d'être à la place d'eux ou de se substituer. Bien évidemment, on veut être dans l'écosystème et contribuer au débat. Tout à l'heure, quand je vous parlais de doctrine, par exemple, cette doctrine, d'abord, elle se fait d'abord par le ministère des Affaires étrangères qui a la charge. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une contribution formalisée et ensuite, bien évidemment, il appartient à l'État d'inscrire cette doctrine ou de la structurer. Premièrement. Deuxièmement, cette initiative, encore une fois, elle vient à un moment donné stratégique dans l'histoire de la diaspora marocaine. Vous l'avez dit, ce nombre a augmenté. Les devises ont explosé, 93 milliards. Et moi, j'aime à rappeler que Sa Majesté, dès son accession au trône, a déclaré sa flamme à l'ensemble de la communauté qui vit à l'étranger. Et elle ne l'a jamais oublié, elle ne l'oubliera jamais. Le discours du 20 août est venu renforcer l'idée que lui-même avait bien saisi les enjeux du moment en nous appelant tous collectivement à faire cette rupture. Donc cette initiative vient encore une fois, non pas en tant qu'opportuniste, puisqu'elle a été créée quelque temps avant, mais surtout pour dire, nous,
qui sommes issus de cette diaspora, que j'appellerais la diaspora de l'intérieur maintenant, ben, on connaît ces réflexes, parce qu'on a vécu ça, et on est capable d'accompagner et d'expliquer justement, aussi bien aux institutions qu'aux membres de la diaspora à l'étranger. Parce que vous vous décrivez comme des MRE de l'intérieur. Bien évidemment. Parce que ça fait quand même un bon moment. Bien évidemment. Vous êtes bien placé parce que vous êtes entre... C'est une très bonne question. Ben, c'est une très bonne question. Pourquoi ? Parce que depuis qu'on est rentrés les uns et les autres, on a fait un choix à un moment donné. On pensait que c'était temporaire, moi le premier. Mais finalement, ça a duré. Mais en même temps, l'intégration ne s'est pas faite. Oui. Bien évidemment. On est toujours dans cette logique qui est celle où on a été élevé, on a grandi. Oui. Mais en même temps, pour autant qu'on soit de la diaspora de l'intérieur, on veut impérativement contribuer à notre pays aujourd'hui. Mais en même temps, on voudrait qu'il y ait plus de gens qui contribuent au pays. Mais à condition d'apprendre à accepter la différence, d'installer la confiance pour que cette diaspora se dise « Mon pays aujourd'hui, je ne l'oublie pas, je viendrai investir ou je viendrai y travailler. » Mais il faut que la législation change pour pouvoir créer ces conditions-là. Je viendrai en tourisme, parce que même le tourisme, il vient... Bien évidemment. Forcément, les vacances avec la famille, c'est des jeunes qui voyagent, qui, à travers les 4 coins du monde, qui peuvent choisir le Maroc ou ailleurs, l'Espagne ou sur les 10 millions de touristes, Soumaïa, il y a énormément de Marocains de la diaspora. Donc ça veut dire qu'heureusement qu'ils sont encore là dans cette statistique-là et dans le reste. Encore une fois, il faut aussi accepter l'idée qu'il y a beaucoup de membres de la diaspora marocaine qui, pendant l'été, partent ailleurs parce que l'offre marocaine n'est plus adaptée. Comme font beaucoup de Marocains aussi, mais ça c'est un autre sujet. Alors pourquoi les différentes approches adoptées dans la gestion des dossiers des MRE n'ont jamais vraiment fonctionné? Je sais que vous ne voulez pas jeter le bébé avec l'eau du bain, vous dites qu'il faut capitaliser sur ce qui existe. On n'est pas là pour juger, mais pour avancer. Et même quand vous avez parlé d'opportunisme après le discours de Sa Majesté, et pourquoi pas, si c'était le cas, parce que c'est une feuille de route. Et puis, c'est à la société civile de continuer, il n'y a pas de mal c'est un opportunisme louable, si c'était quand même s'il est germe depuis longtemps. Est-ce que c'est parce qu'il y a un véritable déphasage entre les discours et l'approche qui est devenue, disons-le, folklorique, parfois elle est folklorique, et les attentes des Marocains de l'étranger? Est-ce que c'est un problème de perception, de connaissance de ces Marocains du monde? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les connaît? On ne les connaît pas du tout. On connaissait leurs parents, peut-être, leurs arrière-grands-parents. C'est une question qui nécessite un petit peu de développement, si vous le voulez bien. D'abord, le Maroc lui-même a changé. Le Maroc des années 90-2000 n'est plus celui du Maroc d'aujourd'hui. Il s'est métamorphosé sur le plan économique, avec des nouvelles orientations. Il y a une dynamique qui est là aujourd'hui, qui n'était pas là hier. Et donc, face à cette dynamique-là, aujourd'hui, la diaspora est en train d'observer ce qui se passe. Mais en même temps, la diaspora a toujours été traitée et infantilisée, si je puis m'exprimer ainsi. D'accord ? On est resté donc sur l'image. D'ailleurs, quand vous voyez la presse l'été, qu'est-ce que vous voyez comme image ? Des voitures avec des porte-bagages au bateau, à Algeciras ou à Tanger Med, etc. C'est pas que ça, la diaspora. La diaspora, elle a changé sociologiquement et comme vous l'avez fort bien dit, on ne la connaît pas vraiment. Combien d'études avons-nous véritablement pour analyser la sociologie ? Parce que pour chacun des segments de cette diaspora, on doit avoir des stratégies adaptées. On a des gens de très haut niveau, on a des gens de moyen niveau, mais aujourd'hui, quasiment plus de 20% de la population à l'étranger à Bac+6. Oui. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans une segmentation où la plupart étaient des ouvriers, avec une approche aujourd'hui qui était un peu plutôt basique. Oui. Donc c'est pour ça que Sa Majesté, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Le 20 août, il nous dit, le Maroc a changé, la diaspora, il faut la traiter autrement. Je vous invite à revoir nos schémas collectifs. On a fait ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça que moi je suis vraiment dans une dynamique de contribution positive dans le sens où aujourd'hui on a fait ce qu'on a fait. On ne va pas revenir en arrière parce qu'on passe notre temps à nous flageller. Ça sert à rien. Ok, ça sert strictement à rien. Aujourd'hui ce qui est important c'est de dire c'est quoi la nouvelle feuille de route. Et pour ça, il y a des acteurs, comme vous l'avez dit, il faut réunir les acteurs et les faire parler véritablement. Et en même temps, quand je parle d'opportunisme, quand je parle d'opportunisme, ce n'est pas dans le sens où toutes les initiatives ne sont pas bonnes. Bien au contraire, c'est qu'on s'aperçoit que tout le monde se réveille d'un coup et on se dit waouh. Donc aujourd'hui, il faut aussi un peu ralentir parce qu'il ne s'agit pas de confondre vitesse et précipitation. Et donc je pense que le ministère des Affaires étrangères, c'est son rôle important de fédérer un petit peu tout ce monde-là pour arriver à cette nouvelle doctrine à laquelle nous appelle Sa Majesté. Oui, quand vous avez parlé de devises, j'allais rebondir et j'ai oublié parce que les devises, c'est 12% je crois du PIB
Alors que l'agriculture, c'est bon an, mal an, 12-14%, donc c'est l'activité principale, mais ils sont principalement destinés à l'entraide familiale. À 70%, à 70%. Et le reste, c'est pour payer nos importations. Mais ce qui est important dans votre message, c'est qu'aujourd'hui, entre l'OCP, le tourisme et la diaspora, ça, ce sont les 3 sources de devises importantes pour le pays, qui est nécessaire, parce que sinon, on serait en grande difficulté. Mais si on ne fait rien dans les années à venir, ce lien peut se distendre et cette source peut se réduire. Exactement. Et donc, à terme, se tarir. Et ce n'est pas ce qu'on veut, parce qu'encore une fois, cette diaspora, elle compte. Regardez aujourd'hui le rôle de la diaspora libanaise dans le fonctionnement de son pays qui est en souffrance, le rôle de la diaspora chinoise ou arménienne dans l'influence, parce qu'aujourd'hui, créer un réseau de talent mondial, c'est aussi avoir un outil d'influence pour notre soft power. Absolument, le soft power, que ce soit la culture, le lobbying ou beaucoup d'autres choses. Alors, il y a une caractéristique particulière de cette diaspora, vous en avez parlé, parce que le monde a changé, il est appelé à encore plus de mutations, c'est que c'est une diaspora qui est devenue très, très, très mobile. Et ce n'est plus dans un sens ou dans un autre, donc comme vous l'avez déjà dit, c'est circulaire. Et donc, l'approche, vous avez dit qu'elle doit être transversale. Comment, justement, s'adapter à l'évolution de ces attentes, sachant que ce sont des citoyens du monde, ils viennent d'Amérique, d'Europe, et chacun a son état d'esprit, a son fonctionnement? D'abord, encore une fois, il faut que dans notre doctrine, on accepte la différence. Vous l'avez dit, ils viennent d'horizons divers et on n'accepte pas la différence. Quand ils sont là-bas, on applaudit, ah c'est super. Mais dès qu'ils atterrissent à l'aéroport, ils deviennent marocains soudainement et ils perdent tous leurs droits, y compris lorsqu'ils viennent à court terme. C'est l'exemple que je donne souvent. Quelqu'un qui va venir des États-Unis ou d'ailleurs, qui voudrait juste être là pour 3-4 ans pour un projet, il a le droit. Mais dès lors qu'il va gagner de l'argent, cet argent, il ne peut pas le renvoyer dans son pays d'origine. Alors que l'expatrié allemand-français qui est à côté, il fait ce qu'il veut de son argent. Donc, comme vous avez parlé de mobilité circulaire, c'est ça le monde de demain aujourd'hui. C'est que je peux venir au Maroc pour un projet sabbatique d'1 an ou 2 ans ou 3 ans. J'ai le droit de le faire. Ça ne veut pas dire le retour tel qu'on le voyait avant, définitif, ça n'existe plus. Bien sûr qu'il y a des gens qui viendront pour passer leur retraite, mais là, de qui parle-t-on? De ceux qui vont avoir une contribution soit intellectuelle, soit économique, soit culturelle, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut changer notre logique, il faut changer de paradigme. Ça, c'est fondamental. Alors, par quoi il faut commencer avant d'arriver à comment les attirer? Est-ce qu'il faut commencer par avoir une base de données, travailler sur ces profils? Écoutez, moi j'aime beaucoup... Ça peut être un bon début. Moi j'aime beaucoup le « en même temps », si vous le permettez, parce qu'il n'y a pas on fait ça d'abord, on fait ça. Je pense qu'aujourd'hui nous avons les capacités avec les outils modernes tels que la technologie le permet et de travailler sur la constitution d'une base de données qui soit qualifiée sur l'ensemble des verticales de compétences dont on a besoin et en même temps faire le reste, travailler sur la doctrine, travailler sur la législation pour qu'à un moment donné, tout se croise. La transformation de notre doctrine vis-à-vis de la diaspora est une approche systémique. Donc on doit toucher à tout en même temps. Parce qu'on n'a pas le temps d'avoir le temps. Aujourd'hui, on n'est plus dans le temps long. Le monde d'aujourd'hui, c'est que tout va vite. Une entreprise, elle ne fait plus de prévision à 5 ans. Elle la fait en général à 3 ans avec des révisions tous les ans, voire tous les 6 mois. Donc le monde a changé, on doit l'intégrer. C'est pour ça que plus on est autour d'une table de manière cohérente en intelligence collective, plus on réussira à mettre en place ce sillon dans lequel la diaspora va trouver son compte. Est-ce que cette diaspora connaît le Maroc, cette 5e et 6e génération? Est-ce qu'elle connaît bien le Maroc? Est-ce qu'on va vers eux? Est-ce qu'on leur explique? Est-ce qu'il y a des relais? Non, elle ne le connaît pas du tout. Elle le connaît pas du tout. Qu'est-ce qu'elle connaît, ces générations que vous citez? Effectivement, elles viennent en vacances à Marrakech ou à Agadir ou ailleurs, mais elles ne voient pas, elles ne mesurent pas véritablement le développement du pays. Et c'est une des missions d'ailleurs de la Maison de la Diaspora, c'est de promouvoir ce pays qui est en train de se développer, qui est en train de muter. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des problèmes ailleurs, mais en tout cas, tout ce qui doit être motivant et mobilisant, elle ne le connaît pas très bien. Ils habitent tous dans des endroits différents à l'échelle du globe. Et donc, ils ne connaissent pas vraiment. Quand ils viennent, ils sont contents. Ils sentent l'odeur du thé à la menthe quand ils arrivent dans la famille. Après, ils vont en vacances. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos chancelleries à travers le monde, les associations, etc., ont un rôle à jouer. Dès lors que tout ce monde-là travaille ensemble et apporte des contributions. Et aussi, nous, ce qui nous concerne, nous voulons faire des plaidoyers au moins une fois par an avec des mesures pour pouvoir aider
les institutions à faire leur job, parce que ce n'est pas notre job. Notre job, nous ne sommes qu'une ONG, on a l'agilité de l'ONG, et donc on va profiter de cette agilité pour proposer des choses concrètes, parce qu'on sait de quoi on parle, parce qu'on est tous issus de cette diaspora. Oui, ils sont d'origine marocaine, mais s'ils veulent investir au Maroc, ça doit être considéré et traité comme un investisseur comme un autre. Il y a ce problème qui se pose. Comment on va considérer ces gens qui ont un projet, parce qu'ils peuvent aller ailleurs? Est-ce que c'est des Marocains? Est-ce que c'est des expatriés? Parce que les expatriés ont beaucoup d'avantages que n'ont pas forcément les Marocains qui sont en plus, qui ont un lien de cœur très fort avec le Maroc. Est-ce que vous pouvez proposer qu'ils soient traités comme des expatriés? Ça va faire partie du plaidoyer que nous avons prévu de lancer en mars, Inch'Allah, si tout va bien. Oui. Parce que l'idée, ce qu'on nous rétorque souvent, c'est qu'on ne va pas créer 2 statuts de Marocains. Le but, ce n'est pas de créer 2 statuts de Marocains. Oui, c'est dans le Code des investissements et autres, dans le Code général des impôts, c'est de mettre en place des procédures qui tiennent compte de cette spécificité. Elle est là, c'est une réalité. Le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier ou d'avant-hier. Donc le changement de paradigme s'impose à toutes les institutions pour adresser cette question et pour être au rendez-vous de l'appel de Sa Majesté du 20 août. Il a beaucoup été question, et souvent ça revient à chaque fois, ce sujet de représentativité politique au Parlement ou autre. On en a beaucoup discuté. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, celui du vote ou d'être éligible. Est-ce qu'être représenté au Parlement peut ici révolutionner les choses, ou est-ce qu'on peut trouver une formule à mi-chemin entre les deux, sachant que cette nouvelle génération, peut-être elle n'a pas les priorités de ses parents qui voulaient que la route traverse le bled ou le patelin où ils ont construit une maison. Est-ce que vous êtes pour comment on peut, cette représentativité, comment on peut la décliner? Moi, je suis très clair sur le sujet et je suis légitime, entre guillemets, parce que j'étais le premier à revendiquer le droit de vote, etc., etc. Sa Majesté Hassan II, paix à son âme, avait initié une expérience qui n'a pas bien fonctionné. Elle a été arrêtée. Aujourd'hui, la Constitution, la dernière Constitution en tout cas, Sa Majesté Mohamed VI aujourd'hui, a installé le droit de vote et l'éligibilité. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que c'est la priorité de cette diaspora? Ma réponse est non. Pourquoi? Sa priorité aujourd'hui, c'est comment on retisse le lien et la confiance, comment je sécurise mon investissement, comment je ne suis pas spolié, comment on règle mes problèmes administratifs de là-bas sans que je sois obligé de venir ici, galérer à prendre un avion, dans les taxis, des machins, et transpirer et ne pas avoir d'interlocuteurs qui me comprennent. Comment faire en sorte pour limiter la corruption? Ça, c'est la priorité. En revanche, trouver des modalités de représentation qui soient suffisamment originales, pourquoi pas? Mais encore une fois, ne nous trompons pas de sujet. Moi, je préfère des partis politiques qui fassent leur job, qui tiennent compte de cette diaspora, qui vont à sa rencontre, qui vont l'écouter et qui reviennent avec des mesures concrètes. Ça, c'est le job. Ça, c'est la démocratie. Ça, c'est la vraie politique. Mais essayer de travailler sur une problématique, sur un découpage, machin, pour avoir 2 ou 3 personnes, ils vont représenter qui? Vous êtes 5 800 000 personnes. Ils vont représenter qui? Parce qu'en plus, ces émirats-là, ou cette diaspora, elle est représentée dans ces pays d'accueil, de résidence et de vie. Ils sont dans les parlements, ils payent leurs impôts, ils siègent là-bas, ils votent, ils siègent, ils ont des postes de maire et autres. Donc, peut-être que c'est un faux problème. Pour moi, ou un faux débat. C'est un faux débat. C'est un sujet, mais c'est un faux débat parce que la priorité de la diaspora, c'est absolument pas ça. C'est vraiment ce que je vous ai cité tout à l'heure. Ça, c'est leur priorité. Si nos amis de la diaspora qui sont en train de nous regarder ou nous écouter, ils vont se dire, mais c'est ça la réalité. Oui. Nous, c'est pas d'avoir 1 ou 2 parlementaires à Rabat qui va régler le problème. Oui. C'est toute la mécanique, l'écosystème qui doit travailler ensemble pour me régler mes problèmes. Et surtout, comment utiliser la technologie pour éviter que toute notre diaspora soit obligée de se déplacer au Maroc pour régler ces problèmes? Justement, parce que le problème administratif, c'est vrai que ce n'est pas... quand on vous entend, c'est un détail parce qu'il peut être réglé, parce que c'est des choses sur lesquelles on peut agir, mais c'est le premier contact, en fait. C'est ce qui empoisonne, en fait, le séjour des Marocains résidant à l'étranger quand ils viennent. Ça reste un grand problème. Comment on peut le résoudre? Encore une fois, on peut le résoudre de différentes manières, mais la première, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des chancelleries, des consulats. Il faut que ces consulats aujourd'hui soient, encore une fois,
renforcent leur modernité, leur organisation et se digitalisent. Oui. Il faut que ces consulats aussi, dans leur personnel, recrutent des binationaux locaux, parce que c'est là aussi que le contact est plus facilité, parce que souvent, vous avez des fonctionnaires qui partent du Maroc pour aller dans ces pays-là, mais souvent la culture n'est pas la même, la logique n'est pas la même. Et aujourd'hui, un consulat doit être une véritable mairie, parce qu'un Néerlandais, un Néerlandais d'origine marocaine qui va dans sa mairie à Amsterdam, il a un service. Ben, il doit se dire, j'ai le même service dans mon consulat qui est juste à côté. Et ça, c'est possible. C'est pas compliqué. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, les solutions existent. Il faut encore une fois simplement se poser la question. Quelle doctrine on veut pour adresser la question de la diaspora à travers le monde suite au discours du 20 août de Sa Majesté? Je sais que vous l'avez dit, pour une approche transversale, une véritable vision, une rupture. Quelle est l'approche, la première, peut-être que vous n'avez pas la première, l'action que vous allez entreprendre dans le cadre de la Maison de la Diaspora marocaine, la plus imminente? La plus imminente, d'abord, c'est une conférence de lancement au mois de décembre pour faire un état des lieux et surtout une mise en perspective avec le plan d'action. La deuxième, c'est un plaidoyer qu'on va présenter aux institutions au mois de mars au plus tard et un grand forum de la diaspora au plus tard en fin juin. Alors, des initiatives, il y en a eu, des structures, des conseils, il y en a eu. Vous avez fait partie de certains. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça va être la bonne et la prise de conscience sera là pour une nouvelle approche? Est-ce que vous pensez que c'est le moment? L'engagement que moi je prends vis-à-vis de vous aujourd'hui et vis-à-vis du discours de Sa Majesté, c'est que notre Maison de la Diaspora, avec les amis qui m'entourent aujourd'hui et qui sont à l'origine de ce projet, c'est qu'on s'investira à 100% pour être un des éléments moteurs de cette nouvelle doctrine. Parce que nous, on y croit, on est crédible parce qu'on vient de cette diaspora, on sait ce qu'attend cette diaspora, parce que nous, on les connaît, ils viennent nous voir à Casablanca ou à Rabat, et on parle avec eux tout le temps. Et donc, nous, on veut mettre ça sur la table. Après, ce n'est pas nous qui faisons les lois, ce n'est pas nous qui allons écrire la doctrine, mais notre rôle, c'est de dire, voilà ce qu'on vous suggère de faire, sans donner de leçons, mais d'être contributif dans le cadre d'une intelligence collective. Oui, et s'il faut passer par le changement des lois ou des législations, il n'y a pas de problème. Il faut pas... Inéluctablement, il faudra amender des lois. Merci beaucoup, Jamal Belhraj, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes, entre autres, aujourd'hui, en tout cas, vous avez intervenu en tant que président de la Maison de la Diaspora marocaine. Merci, monsieur. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.